Août 1944, Normandie, France. L'invasion alliée agonisait dans la campagne française et tout le monde le savait. Voici l'histoire du général Guy Simon, le commandant canadien qui devint le seul général allié que les officiers allemands admettaient en privé craindre par-dessus tous les autres. 6 semaines s'étaient écoulées depuis le jour J, et la grande percée depuis les plages s'était transformée en cauchemar. Les forces britanniques et canadiennes étaient bloquées dans les combats autour de la ville de Caen, piégées dans une bataille d'usure qui tuait 2000 hommes chaque semaine. Elle n'avançaient pas, elles ne gagnaient pas. Chaque jour apportait davantage de morts pour quelques centaines de mètres de terres agricoles bombardées. Les troupes américaines faisaient face à la même horreur dans le bocage à l'ouest, où chaque champ cachait des mitrailleuses allemandes et chaque chemin devenait une zone de mort. L'avancée alliée se mesurait en mètres, pas en kilomètres. Les défenseurs allemands tuaient 3 soldats alliés pour chaque perte allemande. Les généraux commençaient à murmurer le mot que personne ne voulait prononcer à voix haute. Impasse, les commandants supérieurs s'accordaient tous sur une chose. Le véritable leadership venait de l'expérience. Chaque général allié qui avait réussi avait commandé des troupes dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Montgomery avait combattu à Ypres. Patton avait dirigé des chars en France en 1918. Bradley avait formé des officiers pendant des décennies. Ils avaient là gagné leur autorité grâce à des années de combat, en gravissant les échelons de la manière appropriée. L'armée britannique valorisait particulièrement cette tradition. Les officiers venaient des bonnes familles, fréquentaient les bonnes écoles et apprenaient l'art de la guerre à travers un système qui remontait à des siècles. L'expérience du combat était tout, c'est ce que tout le monde croyait. Puis il y avait le lieutenant-général Guy Simonds du 2e corps canadien. Il avait 41 ans. Il n'avait jamais commandé de troupes dans un véritable combat avant 1943. Il venait d'une famille de classe moyenne sans antécédents militaires. Son père était un immigrant britannique qui avait eu du mal à gagner de l'argent. Simmons lui-même était froid, distant et presque mécanique dans sa façon d'aborder les problèmes tactiques. Il inspirait le respect, mais jamais l'affection. Ses propres officiers le trouvaient effrayant. Montgomery pensait qu'il était brillant mais trop difficile à gérer. Les officiers d'état-major britanniques se moquaient de lui dans son dos. Ils l'appelaient un soldat mathématique sans sensibilité pour les vrais hommes. Les généraux américains connaissaient à peine son nom. Ils étaient trop occupés à construire leur propre renommée pour remarquer un commandant canadien. Même les soldats canadiens se plaignaient que Simmons les traitait comme des pièces sur un échiquier. Il calculait combien d'hommes devaient mourir pour atteindre un objectif, puis ordonnait l'attaque sans montrer la moindre émotion. Un officier l'a dit clairement. Il sacrifierait un bataillon pour sauver une division sans sourciller. Mais Simmons voyait quelque chose que les autres généraux ne voyaient pas. Alors que tout le monde blâmait le bocage, blâmait les défenses allemandes, blâmait le temps et le terrain, Simon identifiait le véritable problème. Les forces alliées combattaient sur un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, en utilisant des tactiques de la Première Guerre mondiale. L'infanterie avançait derrière des barrages d'artillerie, exactement comme à la Somme en 1916. Les chars se déplaçaient lentement derrière l'infanterie pour fournir un soutien au lieu de charger en avant pour percer les lignes ennemies. Les commandants attaquaient toujours en plein jour, quand les canons antichars allemands pouvaient voir clairement et détruire les blindés alliés avec facilité. Le 18 juillet, lors d'une opération appelée Atlantique, Simmons regarda ses unités se faire massacrer dans un assaut de jour contre une colline appelée Crête de Verrières. Les Allemands tenaient les hauteurs avec des canons antichars soigneusement positionnés, des mortiers et des nids de mitrailleuses. Ils pouvaient tout voir. L'infanterie et les chars canadiens avancèrent à travers des champs de blé ouverts en plein après-midi et les Allemands les détruisirent avec une efficacité froide. Le régiment Black Watch entra au combat avec 325 hommes. 324 moururent ou furent blessés. Un seul homme s'en sortit indemne. Et les pertes de chars dépassèrent 50%. Des carcasses de métal en feu jonchaient les champs de blé comme des pierres de tombales.
Ce soir-là, Simonde s'assit dans sa tente de quartier général, fixant les rapports de perte à la lumière d'une lampe. Les chiffres étaient horrifiants. Le gaspillage de vie était stupéfiant, mais pire que les pertes était le fait qu'ils n'avaient rien gagné. Les Allemands tenaient toujours la crête. Tous ces hommes étaient morts pour quelques centaines de mètres de terre, brûlés qui seraient probablement perdus à nouveau demain. D'autres généraux auraient blâmé la malchance ou demandé plus de soutien d'artillerie ou attendu des renforts. Simonde ne fit rien de tout cela. Au lieu de cela, il rédigea une proposition qui changerait la façon dont les armées modernes combattent. Son intuition était brutalement simple, mais complètement révolutionnaire. Arrêtez d'attaquer quand l'ennemi peut vous voir. L'idée semblait évidente une fois qu'il l'avait dite à voix haute, mais personne ne l'avait réellement fait auparavant. Pas à cette échelle, pas avec des centaines de chars et des milliers d'hommes. Les attaques de nuit étaient considérées comme impossibles avec des véhicules blindés. Les chars ne pouvaient pas naviguer dans l'obscurité. Les unités se perdraient. Les soldats se tireraient dessus par erreur. La coordination s'effondrerait. Chaque manuel militaire disait la même chose. Les blindés combattent en plein jour. Simonde se fichait de ce que disait le manuel. Il avait vu trop d'hommes terres mourir en suivant ces manuels. Il avait vu des canons anti-chars allemands détruire des chars canadiens à plus d'1 kilomètre de distance parce qu'ils attaquaient à midi, quand la visibilité était parfaite. Il avait regardé des observateurs d'artillerie allemands sur les collines appeler le feu sur l'infanterie qui avançait parce qu'ils pouvaient voir chaque mouvement en plein jour. L'avantage allemand n'était pas un meilleur équipement ou de meilleurs soldats. C'était simplement qu'ils pouvaient voir les attaques alliées arriver de plusieurs kilomètres et se préparer en conséquence. Et s'ils ne pouvaient pas voir? Et si 700 chars avançaient dans l'obscurité complète sous une nouvelle lune? Et si des bombardiers lourds larguaient des milliers de tonnes d'explosifs sur les positions allemandes quelques minutes avant l'arrivée des blindés, avec un timing si précis que les chars traverseraient la pampa, la fumée et le chaos avant que les défenseurs ne puissent se rétablir? Et si l'infanterie voyageait à l'intérieur de véhicules blindés, au lieu de marcher derrière eux, protégés du tir de mitrailleuses qui avait tué tant d'hommes? Ce serait l'opération militaire la plus compliquée jamais tentée. Elle nécessiterait un timing parfait pour des centaines de véhicules. Elle exigerait de nouveaux équipements qui n'existaient pas encore. Elle aurait besoin de systèmes de navigation qui n'avaient pas jamais été testés. Et elle devrait fonctionner du premier coup parce qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Simon commença à rédiger les spécifications techniques. Il ne savait pas encore si quelqu'un approuverait son plan. Il ne savait pas si c'était même possible, mais il savait une chose avec une certitude absolue. L'ancienne façon de combattre tuait des milliers d'hommes pour rien. Quelque chose devait changer. Et si le changement lui coûtait sa carrière, c'était un prix qui valait la peine d'être payé. En quelques jours, Simonds appela son plan Opération Totalise, et ce serait le premier assaut blindé nocturne majeur de l'histoire. Les spécifications techniques étaient différentes de tout ce qui avait été tenté auparavant. 720 chars et véhicules blindés avanceraient en 4 colonnes parallèles à travers l'obscurité. Chaque colonne aurait exactement 200 mètres de large. Les véhicules navigueraient au compas et au tir traceur qui striadiaient le ciel comme des feux d'artifice mortels. L'attaque commencerait à 23h30 sous une nouvelle lune, quand l'obscurité serait presque complète. Quelques minutes avant que les blindés ne roulent en avant, 1020 bombardiers lourds bombarderaient en tapis les positions allemandes, larguant des explosifs si denses que la terre elle-même tremblerait. Mais l'infanterie ne pouvait pas marcher derrière les chars la nuit. Elle se perdrait dans l'obscurité et serait séparée de ses blindés. Le tir de mitrailleuse les faucherait comme toujours. Simons avait besoin d'un moyen de protéger son infanterie pendant qu'elle avançait, et la solution vint d'une source inattendue. Il ordonna à ses ingénieurs de prendre des canons automoteurs M7 Priest et de retirer leurs armes principales, les gros canons de 105 mm qui dépassaient à l'avant. Ce qui restait était une boîte blindée sur chenilles, avec de la place à l'intérieur pour une douzaine de fantassins. Simond les appela Kangaroos et ils furent les premiers véhicules de transport de troupes blindées construits à cet effet dans l'histoire militaire. Il en exigea 76 construits en 6 jours. Ses ingénieurs pensaient qu'il était fou,
mais ils commencèrent immédiatement à couper et à souder. Le plus grand défi technique était la navigation. Comment déplacer 720 véhicules blindés en formation serrée dans l'obscurité complète sans phare? Un véhicule qui se perdrait pourrait percuter un autre, créant le chaos. Simmons développa plusieurs systèmes de secours qui devaient tous fonctionner ensemble parfaitement. Des balises radio-directionnelles seraient masquées placées tous les 1000 mètres le long de la route d'avance. Des tirs traceurs colorés marqueraient les limites de chaque colonne, rouge d'un côté et vert de l'autre. Les commandants de chars mettraient à jour leur relèvement au compas tous les 500 mètres. Des canons antiaériens Bofors tireraient sur des lignes fixes toutes les 10 minutes. Leurs éclairs brillants servant de points de référence vers lesquels les équipages pourraient naviguer. Les équipages de chars s'entraînèrent pendant 72 heures d'affilée aux procédures de conduite de nuit, apprenant à se déplacer en formation sans aucune lumière, tout en gardant des distances exactes avec les véhicules autour d'eux. Le chef d'état-major de Montgomery lut la proposition de Simon et la qualifia de fantastiquement compliquée et impossiblement risquée. Les commandants de blindés britanniques arguèrent que les chars ne pouvaient tout simplement pas combattre efficacement la nuit. La visibilité serait inférieure à 50 mètres. La coordination s'effondrerait en quelques minutes. Les unités se tireraient dessus dans la confusion et l'obscurité. Toute l'attaque se transformerait en désastre. Le propre état-major de Simmons l'avertit que des frappes de bombardiers concentrés risquèrent de toucher les forces alliées si le timing était décalé ne serait-ce que de quelques minutes. Un commandant de brigade le regarda dans les yeux et dit franchement que ce plan serait une catastrophe qui détruirait le corps canadien. Mais le major général George Kitching, commandant la 4e division blindée canadienne, soutint Simmons sans réserve. Kitching comprenait les mathématiques de la campagne de Normandie. Les tactiques conventionnelles signifiaient des pertes conventionnelles. L'armée canadienne perdait 300 hommes chaque jour en utilisant des attaques de jour. Il manquait d'eau de remplaçants. Chaque semaine apportait de nouvelles tombes et moins de soldats entraînés. Kitching dit à ses officiers sceptiques la vérité qu'ils ne voulaient pas entendre. Le plan de Simon pourrait perdre 300 hommes en une terrible nuit, mais il pourrait aussi percer les lignes allemandes et mettre fin à l'impasse. L'ancienne méthode garantissait de continuer à tuer des Canadiens au même rythme pour toujours, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de Canadiens à envoyer en avant. 7 août 1944, 23h30. La nuit était sans lune et noire comme de l'encre. 720 véhicules blindés commencèrent à rouler en avant à travers des champs de blé qui fumaient et brûlaient encore du raid de bombardement. 1020 bombardiers venaient de larguer 3462 tonnes d'explosifs puissants sur les positions allemandes. La terre était déchirée par des cratères massifs. Les arbres étaient brisés en éclats. Les bâtiments étaient aplatis en décombres. Des incendies brûlaient partout, projetant d'étranges ombres vacillantes. Les défenseurs allemands furent pris complètement au dépourvu. Ils s'attendaient à des attaques à l'aube comme toujours. C'est à ce moment-là que les armées combattaient. C'est ce que chaque bataille en Normandie leur avait appris. Ils dormaient dans leurs abris et bunkers quand les bombes tombèrent. Ils essayaient encore de comprendre ce qui se passait quand les chars canadiens apparurent de l'obscurité comme des fantômes de métal. Le premier avertissement que beaucoup de soldats allemands eurent fut le bruit des moteurs diesel rugissant au-delà de leur position. Au moment où ils saisirent leurs armes et sortirent de leurs abris, la première vague de blindés canadiens était déjà à 1,5 km au-delà d'eux, s'enfonçant plus profondément en territoire allemand. Les systèmes de navigation fonctionnèrent exactement comme Simon l'avait prévu. Les commandants de chars regardaient les tirs traceurs colorés marquant leurs limites. Ils écoutaient les canons Bofors tirer leurs coups de référence. Ils vérifiaient leur compas toutes les quelques minutes et ajustaient leur cap. Les colonnes restèrent serrées et organisées, même si les conducteurs pouvaient à peine voir le véhicule devant eux. C'était comme regarder une machine massive fonctionner dans l'obscurité. 700 pièces se déplaçant ensemble avec précision. Les objectifs de la phase 1 étaient à 10 km de profondeur dans les lignes allemandes.
Les opérations précédentes avaient d'esprit 3 semaines pour avancer de 10 km. La force de Simond captura ses objectifs à 2h30 du matin, 4 heures après le début de l'attaque. Les unités canadiennes étaient plus en avant que quiconque n'avait osé l'espérer. Les pertes représentaient un tiers de ce qui avait été prévu. Un tiers. Cela signifiait que 2 hommes sur 3 qui seraient morts dans une attaque de jour étaient encore en vie. Les commandants allemands ne pouvaient pas organiser de contre-attaque parce qu'ils ne savaient pas où se trouvaient les fers de lance canadiens. Les rapports radio des unités avancées étaient dits confus et contradictoires. Certaines positions signalaient être débordées, d'autres ne signalaient mais rien voir. Les officiers allemands ne pouvaient pas envoyer leurs chars de réserve en avant parce qu'ils risquaient de foncer directement dans les canons canadiens dans l'obscurité. Le système défensif soigné de la Wehrmacht, qui avait arrêté chaque attaque alliée précédente, s'effondra tout simplement lorsqu'il fut attaqué de nuit. Les résultats furent mathématiquement spectaculaires et indéniables. Des prisonniers allemands furent capturés dans les 6 premières heures. Nos chars allemands furent détruits. Les Canadiens perdirent 18 chars, ce qui semble beaucoup jusqu'à ce qu'on le compare aux batailles précédentes où les Canadiens perdaient 50 ou 60 chars pour en détruire 11 Allemands. Le ratio de pertes s'était complètement inversé. La 89e division d'infanterie allemande cessa d'exister en tant qu'unité combattante. Elle fut simplement détruite, dispersée, capturée ou tuée. Plus important encore, Simons avait prouvé que les tactiques de blindés nocturnes fonctionnaient à grande échelle. Ce n'était pas un petit raid ou une expérience limitée. C'était un corps entier, des milliers de véhicules et d'hommes exécutant une opération complexe dans l'obscurité complète et réussissant au-delà des attentes. Chaque manuel qui disait que c'était impossible était maintenant prouvé faux. Chaque général qui disait que les chars ne pouvaient pas combattre la nuit devait reconsidérer tout ce qu'il pensait savoir. L'attaque pénétra plus loin en 3 heures que les opérations précédentes n'avaient comme réussi à le faire en 3 semaines. Le taux de perte chuta de 75%, tandis que le taux d'avance augmenta de 400%. Simond avait trouvé la réponse écrite dans le sang et les mathématiques. Arrêtez d'attaquer quand l'ennemi peut vous voir. Quand le matin arriva et que les officiers d'état-major compilèrent les rapports finaux, les statistiques avant et après étaient impossibles à ignorer. Les opérations canadiennes des précédentes en Normandie avaient dit de gagner 3 km 700 mètres par semaine, tout en perdant 340 soldats pour chaque kilomètre capturé. L'opération Totalise gagne à 10 km en 18 heures tout en ne perdant que 85 pertes par kilomètre. Le taux de perte chuta de 75%. Le taux d'avance augmenta de 400%. Ce n'étaient pas de petites améliorations. C'étaient des chiffres qui changeaient tout sur la façon dont la guerre moderne pouvait être menée. Les rapports de renseignement allemands capturés des semaines plus tard révélèrent quelque chose d'encore plus significatif que le succès tactique. L'impact psychologique sur les commandants allemands fut sévère. Un rapport d'après-action de la 12e division SS Panzer déclarait clairement que l'attaque nocturne par des blindés masqués était complètement inattendue. Les positions avancées furent débordées avant que le tir défensif ne puisse être organisé. Puis vint la phrase qui révélait tout. Ce commandant canadien comprend la guerre blindée mieux que n'importe quel général britannique ou américain que nous ayons affronté. Le rapport était classifié, destiné uniquement aux yeux allemands. Ce n'était pas de la propagande ou de l'exagération. C'était une évaluation militaire professionnelle et elle nommait Simond comme l'adversaire le plus dangereux qu'ils avaient rencontré. Le général SS Kurt Meyer, qui commandait l'une des divisions d'élite allemande les plus prestigieuses contre Simons, écrivit à son sujet des années plus tard dans ses mémoires. Meyer était connu sous le nom de Panzer Meyer, une légende dans la Wehrmacht, un commandant qui avait combattu à travers l'Europe et affronté le meilleur que les Alliés pouvaient envoyer contre lui. Ces mots embêtés sur Simon étaient glaçants dans leur respect. Simon était l'adversaire le plus dangereux que j'ai rencontré. Il était glacial, calculateur et prêt à accepter des pertes qui auraient paralysé les commandants britanniques. Il étudiait nos tactiques défensives et développait systématiquement des contre-mesures. Le combattre était comme jouer aux échecs contre quelqu'un qui pensait 3 coups à l'avance.
la Wehrmacht commença à faire circuler des avertissements spécifiques concernant le corps de Simon à toutes les unités faisant face aux forces canadiennes. Aucune autre formation alliée ne reçut ce traitement, pas la 3e armée de Patton, pas le 21e groupe d'armée de Montgomery, seulement le 2e corps canadien sous Simon. Les ordres permanents allemands soulignaient que les attaques du 2e corps canadien peuvent survenir à toute heure, en particulier la nuit. Les positions avancées doivent maintenir un état d'alerte de 50% en permanence. Les Allemands avaient tellement peur d'une autre attaque nocturne qu'ils gardaient morts la moitié de leurs soldats éveillés 24 heures sur 24, ce qui épuisait les unités et réduisait l'efficacité au combat même quand aucune attaque ne venait. En septembre, Simond avait étendu ses innovations tactiques à travers plusieurs opérations. La bataille de l'Escaut fut son chef-d'œuvre de guerre interarmes. La mission était de nettoyer les forces allemandes des approches du port d'Anvers. Sans Anvers, les Alliés ne pouvaient pas ravitailler leurs armées profondément en Europe, mais les approches des Etemip étaient protégées par l'eau, des champs inondés et des positions allemandes lourdement fortifiées des deux côtés de l'estuaire de l'Escaut. Les commandants britanniques regardèrent le problème et dirent que cela prendrait des mois et coûterait des dizaines de milliers de pertes. Simons planifia un assaut amphibie à travers l'estuaire de l'Escaut en utilisant des chars étanches et des véhicules amphibies à chenilles appelés Buffalo. L'opération impliquait 3000 véhicules traversant 1200 mètres d'eau de marée sous le feu de l'artillerie allemande. Les commandants britanniques déclarèrent que c'était impossible. Les courants de marée étaient trop forts, les véhicules couleraient ou seraient emportés en mer. Les canons allemands sur les deux rives détruiraient tout ce qui tenterait de traverser. Chaque analyse militaire conventionnelle disait que l'opération ne pouvait pas réussir. Simons lança l'attaque quand même le 26 octobre. La réalité sensorielle de ces opérations était brutale et inoubliable. Les soldats canadiens se souvenaient du rugissement assourdissant des moteurs diesel résonnant à travers l'eau sombre, des centaines de véhicules brassant les vagues froides d'octobre, la fumée âcre de l'huile brûlante mélangée aux embruns salés et à l'odeur chimique âpre de la cordite des obus qui explosaient. Les tirs traceurs traçaient des arcs dans le ciel en longues traînées rouges et vertes, beaux et mortels en même temps. Les obus d'artillerie allemands envoyaient des panaches d'eau blanc quand ils manquaient leur cible et des boules de feu orange quand ils touchaient. La chose étrange était la désorientation, dirent les soldats plus tard. Naviguer par tir traceur coloré dans l'obscurité pendant que votre véhicule tangue et roule dans les courants de marée donnait l'impression d'être dans un cauchemar où rien ne restait immobile et la mort pouvait venir de n'importe quelle direction. À l'intérieur des véhicules de transport de troupes blindés kangourous, les fantassins étaient assis, épaule contre épaule, dans l'obscurité complète. Ils ne pouvaient rien voir. Ils ne pouvaient que sentir chaque secousse et rebond transmis à travers le blindage. Ils pouvaient entendre le moteur rugir et les chenilles claquer, et parfois le ping métallique aigu des tirs d'armes légères frappant l'extérieur. Ils savaient que les obus anti-chars allemands qui les auraient tués instantanément dans des camions ouverts ricochaient maintenant sans danger sur les parois d'acier autour d'eux. L'effet psychologique était étrange. Être à l'intérieur d'un blindage était terrifiant et rassurant en même temps. Vous ne pouviez pas voir la mort arriver, mais vous ne pouviez pas non plus être touché par le tir de mitrailleuse qui avait tué tant de leurs amis dans les batailles précédentes. Pendant que la percée de Patton faisait les gros titres à travers l'Amérique, sa 3e armée traversant la France sans doute. C'étaient les batailles acharnées de Simons qui détruisaient réellement les réserves de blindés allemands. Les journaux américains publiaient d'énormes articles sur Patton couvrant 500 km en 30 jours. Son visage était sur les couvertures de magazines. Ses citations sur le sang et les tripes étaient répétées partout. Mais les historiens militaires comprirent plus tard la vraie histoire. L'opération Totalise a détruit des éléments de 6 divisions allemandes. L'opération Tractable, l'attaque de suivi de Simons le 14 août, a utilisé les mêmes principes d'attaque nocturne pour fermer la brèche de falaise, piégeant 50 000 soldats allemands dans une poche où ils ont été tués ou capturés. Sans les opérations de Simon, fixant les blindés allemands en place et détruisant les réserves Panzer, les chars de Patton auraient fait face à des contre-attaques coordonnées de divisions allemandes fraîches, au lieu d'une résistance dispersée de vestiges épuisés.
Pourtant, la reconnaissance et la gloire ont complètement échappé à Simmons. Les journaux américains voulaient des héros qui avaient belle allure en photographie et disaient beau des choses mémorables. Patton portait des pistolets à poignée d'ivoire et prononçait des discours sur la façon dont les Américains aiment un gagnant et ne toléreront pas un perdant. C'était une excellente copie. Cela vendait des journaux. La presse britannique célébrait le génie stratégique de Montgomery et son approche prudente et méthodique qui correspondait à l'image que les Britanniques avaient d'eux-mêmes. Simmons recevait un paragraphe dans la plupart des communiqués de presse alliés, généralement enfoui en page 8. Le public canadien connaissait à peine son nom. Sa personnalité froide le rendait complètement invendable comparé aux commandants américains hauts en couleur ou aux commandants britanniques aristocratiques. Un correspondant de guerre l'a expliqué simplement. Patton était une excellente copie. Il avait des pistolets, des jurons et de la bravade. Il disait des choses scandaleuses qui faisaient de bons titres. Simon donnait des ratios de pertes précis et des évaluations tactiques d'une voix monotone. Il expliquait les opérations en utilisant les mathématiques et les statistiques. Devinez lequel vendait des journaux ? Les commandants allemands ne l'ont jamais oublié, cependant. Dans des entretiens menés après la fin de la guerre, les généraux de la Wehrmacht ont systématiquement classé Simon comme le commandant de corps alliés le plus compétent tactiquement en Europe du Nord-Ouest. Le général Heinrich Eberbach avait commandé le groupe Panzer West avant d'être capturé. Il connaissait la guerre blindée aussi bien que quiconque vivant. Son évaluation était dévastatrice pour les autres commandants alliés. Si les Alliés avaient eu 6 généraux comme Simmons, la guerre se serait terminée en 1944. Il comprenait que la victoire exige des calculs impitoyables, pas des discours inspirants. La plupart des généraux veulent être aimés de leurs hommes. Simon voulait ramener ses hommes vivants chez eux, même s'ils le détestaient pour la façon dont ils le faisaient. À la fin de la guerre, les statistiques racontaient la vraie histoire que les journaux avaient manquée. Le 2e corps canadien sous Simmons avait avancé plus loin en territoire allemand, capturé plus de terrain et infligé plus de pertes allemandes que toute formation alliée comparable. Plus important encore, il l'avait fait tout en subissant des pertes inférieures à la moyenne par mail gagné. Ces chiffres représentaient des milliers de soldats canadiens qui ont survécu à la guerre et sont rentrés chez eux auprès de leurs familles au lieu de mourir dans les champs de blé français. Les innovations de Simmons ne sont pas mortes quand la guerre s'est terminée. Elles sont devenues une doctrine militaire, étudiée et copiée par les armées du monde entier. Ces transports de troupes blindées Kangourou ont directement inspiré tous les véhicules de transport de troupes blindées modernes qui ont suivi. Le M113 américain, qui a transporté des soldats à travers le Vietnam et une douzaine d'autres guerres, était basé sur la conception de Siemens. La série BTR soviétique, qui a équipé les armées du pacte de Varsovie pendant des décennies, suivait le même concept de base. Le char israélien H-Zarit, conçu dans les années 1970, comprenait un compartiment arrière pour l'infanterie parce que les généraux israéliens avaient étudié les opérations de Simmons et compris que l'infanterie et les blindés doivent se déplacer ensemble sous protection. Chaque armée mécanisée moderne dans le monde utilise des transports de troupes blindés comme équipement standard. Et ils remontent tous à ces 76 kangourous que les ingénieurs de Simmons ont soudés ensemble en 6 jours désespérés en août 1944. Ces tactiques blindées nocturnes sont devenues une étude obligatoire dans toutes les grandes académies militaires. West Point enseignait l'opération Totalize comme l'exemple définitif d'innovation tactique sous pression. Sandhurst analysait ses systèmes de navigation et ses méthodes de coordination. L'Académie soviétique Frunze a traduit ses plans opérationnels et en a fait une lecture obligatoire pour les officiers commandant des divisions de chars. Les forces de défense israéliennes ont adopté ces principes en bloc après avoir étudié comment ils gagnaient des batailles. La doctrine israélienne mettait l'accent sur la concentration des blindés à des points inattendus, l'attaque à des moments inattendus et l'acceptation de risques calculés pour minimiser les pertes globales. C'était du pur Simon filtré à travers une armée différente, combattant des ennemis différents, mais suivant la même logique mathématique froide. Après la fin de la guerre, Simmons s'est élevé aux plus hautes positions dans la direction militaire canadienne.
il est devenu chef d'état-major général de l'armée canadienne de 1951 à 1955, le poste militaire le plus élevé au Canada. Puis il est devenu président du comité des chefs d'état-major, ce qui a fait de lui le conseiller militaire principal du gouvernement canadien, poste qu'il a occupé jusqu'en 1960. Il a modernisé les forces canadiennes aux normes de l'OTAN pendant la guerre froide. Il a introduit des tactiques d'assaut par hélicoptère des années avant que les Américains ne les utilisent au Vietnam. Il a établi le système d'éducation militaire professionnelle du Canada qui formait les officiers à la pensée tactique systématique plutôt qu'au simple leadership traditionnel. Tout ce qu'il touchait devenait plus efficace, plus professionnel, plus axé sur les résultats plutôt que sur la tradition. Pourtant, malgré le fait qu'il ait occupé les plus hautes positions militaires du Canada pendant près d'une décennie, il était resté pratiquement inconnu du public canadien. Il n'y avait pas de film hollywoodien sur le général canadien glacial qui terrifiait les Allemands. Il n'y avait pas de mémoires à succès avec des histoires dramatiques et un langage coloré. Il n'y avait pas de défilé de confettis ou de monuments sur les places de la ville. Simmons a simplement fait son travail, a pris sa retraite tranquillement et s'est effacé de la mémoire publique, tandis que Patton et Montgomery sont devenus des noms connus que tout le monde reconnaissait. Quand Simmons est mort en mai 1974, sa nécrologie dans le New York Times comptait exactement 6 phrases. 6 phrases pour un général qui avait commandé des opérations au niveau du corps à travers l'Europe du Nord-Ouest et avait ensuite dirigé l'armée de toute une nation pendant la guerre froide. Quand Patton est mort en 1945, il a reçu 3 colonnes complètes de couverture. Quand Montgomery était mort en 1976, le Times lui a consacré une page complète avec des photographies et une analyse détaillée de sa carrière. Ouah, le général que les officiers allemands craignaient le plus a reçu moins de reconnaissance que des lieutenants, qui avaient de meilleurs agents de publicité et des personnalités plus dramatiques. Le contraste révèle quelque chose de profond et d'inconfortable sur le leadership militaire et la mémoire publique. L'audace de Patton était photogénique. Il avait belle allure devant la caméra. Ses citations étaient mémorables et dramatiques. Les calculs froids de Simmons n'étaient pas photogéniques. Personne ne veut regarder un général expliquer des ratios de pertes et des systèmes de navigation. La confiance aristocratique de Montgomery jouait magnifiquement dans les actualités. Son accent britannique sec et son uniforme impeccable le faisaient ressembler à l'idée qu'un casting central se fait d'un général. La compétence glaciale de Simon ne jouait bien nulle part. Il avait l'air mal à l'aise sur les photographies, il parlait dans un langage technique précis qui ennuyait les journalistes. Il n'avait aucun talent pour l'autopromotion et aucun intérêt à en développer un. Les Américains voulaient des héros qui incarnaient le caractère national. Patton représentait l'individualisme agressif, le cow-boy audacieux qui tire d'abord et pose des questions ensuite. Bradley représentait le professionnalisme modeste, l'officier calme et compétent qui fait le travail sans drame. Les deux correspondaient parfaitement à l'image que les Américains avaient d'eux-mêmes. Les Canadiens n'étaient pas tout à fait sûrs de ce à quoi ils voulaient que leurs héros ressemblent, et Simmons ne correspondait certainement pas à l'image qu'ils avaient en tête. Il était trop froid, trop calculateur, trop disposé à dépenser des vies comme de la monnaie pour atteindre des objectifs. Ce genre de compétences impitoyables mettait les gens mal à l'aise, même quand elles sauvaient plus de vies à long terme. Mais l'efficacité et la popularité sont des mesures complètement différentes. Et Simmons a accompli ce que les commandants militaires sont réellement censés accomplir, succès de la mission avec un minimum de pertes. Ce sont les deux seules choses qui comptent en guerre. Son corps a subi 30% de pertes en moins par objectif capturé que les formations britanniques ou américaines comparables. 30%. Ces statistiques représentent des milliers de soldats qui sont rentrés chez eux auprès de leurs familles au lieu de mourir dans les champs français ou les villes néerlandaises. Ces hommes ont pu voir leurs enfants grandir. Ils ont pu vieillir avec leurs épouses. Ils ont pu vivre des vies pleines parce qu'un général froid et calculateur les traitait comme des ressources précieuses à conserver plutôt que comme de braves héros à dépenser librement. La leçon s'étend bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale et de l'histoire militaire.
Les leaders les plus efficaces ne sont souvent pas les plus célébrés. La véritable innovation vient de l'analyse froide et de la pensée systématique, pas de la rhétorique inspirante et des gestes dramatiques. Simons voyait la guerre comme un problème mathématique nécessitant des solutions systématiques. C'est exactement cet état d'esprit qui met les bureaucraties mal à l'aise, parce qu'il remet en question les traditions établies et questionne les hypothèses confortables. Mais ce même état d'esprit gagne des batailles et sauve des vies. Les organisations professionnelles résistent aux gens comme Simon parce qu'ils font paraître les leaders traditionnels mauvais par comparaison. Il est plus facile de célébrer le général qui prononce des discours inspirants que de promouvoir le général qui réduit les taux de perte grâce à une logistique ennuyeuse et une planification minutieuse. Les professionnels militaires d'aujourd'hui étudient les opérations de Simon en détail dans les écoles d'état-major du monde entier. La guerre du Golfe de 1991 a utilisé des attaques nocturnes par des forces blindées comme stratégie centrale appliquant directement les principes que Simons a établis en 1944. Les chars et véhicules blindés américains ont avancé dans l'obscurité en utilisant la navigation GPS et l'équipement de vision nocturne. Mais le concept opérationnel était du pur Simons. Attaquer quand l'ennemi ne peut pas vous voir. La doctrine moderne des armes combinées, qui intègre les blindés, l'infanterie, l'artillerie et le soutien aérien dans des opérations coordonnées, suit des schémas qu'il a établis il y a 80 ans. Chaque fois qu'une armée moderne mène une opération offensive majeure, elle utilise des tactiques et des principes que Simons a développés alors que d'autres généraux pensaient encore à la Première Guerre mondiale. Peut-être que l'ironie la plus profonde de l'histoire de Simons est qu'il a gagné exactement ce qu'il valorisait le plus. Pas la gloire ou l'affection ou la reconnaissance publique. Il a gagné ses Ekema, il a gagné le respect professionnel et des résultats tangibles. Les généraux allemands qui ont combattu contre lui ont compris sa réalisation même si les journaux s'en fichaient. Ces évaluations allemandes, écrites pour un usage interne sans raison d'exagérer ou de flatter, se révèlent d'un plus significatives que n'importe quel défilé ou médaille. Quand vos ennemis vous craignent par-dessus tout, quand ils étudient vos méthodes et avertissent leurs troupes spécifiquement à votre sujet, quand ils vous classent comme l'adversaire le plus dangereux qu'ils aient à affronter, c'est la reconnaissance professionnelle ultime. La peur est le tribut que les professionnels paient à l'excellence. Simons a gagné ce tribut grâce à un calcul froid, une innovation systématique et une concentration impitoyable sur la seule mission qui comptait, gagner des batailles tout en ramenant ses soldats vivants chez eux.